Premièrement, j'ai choisi de vous parler d'un sujet très important qui porte sur la protection des données personnelles au Maroc. L'avènement de la société et de l'information a provoqué ce qu'on appelle un déluge d'innovations scientifiques et technologiques qui ont contribué fortement à modifier profondément la société. Désormais, les informations elles peuvent être transmises par tout moyen, c'est-à-dire par écrit, par traité, visuel, etc. Et sans contraindre le temps, c'est-à-dire la distance, la quantité du volume, etc. Aujourd'hui, les informations sur les personnes elles sont collectées par de nombreux organismes et institutions. En effet, chaque individu livre volontairement ou non des données personnelles à l'administration, au fisc, aux clubs sportifs, aux associations culturelles, ou tout simplement à l'occasion d'une simple navigation sur Internet. Et un internaute, si on permet de l'appeler comme ça, c'est un internaute bien sûr, naviguant sur Internet, signifie qu'il laisse des traces de son passage sur différentes plateformes numériques. Ces traces consiste en des données qu'il fournit quotidiennement pour devenir adhérent d'un forum, acheter un article en ligne, ou bien accepter le stockage des cookies sur son ordinateur. Alors la protection de ces données n'étant pas toujours de mise, les internautes se trouvent exposés à des pratiques malhonnêtes ou ciblées qui peuvent ruiner leur expérience sur Internet, voire même leur poser des problèmes au quotidien. Ces derniers peuvent voir leurs données confisquées, qu'elles soient exploitées à des fins par exemple criminelles, à des fins commerciales ou publicitaires. Alors cette mauvaise exploitation des données personnelles consiste en l'envoi des mails et des publicités qui ne sont pas sollicités par l'internaute. Et parfois, sans même que le propriétaire du site n'en soit au courant. Alors, quelle est la solution juridique trouvée par le législateur marocain dans ce cadre? Quel est le modus operandi des tiers dans la collecte des données personnelles? Et de quelle manière l'internaute pourrait-il récupérer ces données? Alors, on va essayer de répondre sur toutes ces questions. Dans un premier temps, on va traiter le champ d'application de la loi 0908 au Maroc et après, on verra dans la même partie les principes directeurs orientant la politique de protection des données à caractère personnel. Alors, tout d'abord, la protection des données personnelles, c'est quoi? En raison de la circulation sur les réseaux Internet, des données relatives à la vie privée des personnes physiques et de renseignements confidentiels relatifs aux personnes morales, cette protection revêt un intérêt particulier pour éviter les abus éventuels. L'avènement d'une société d'information a imposé au droit marocain de suivre l'évolution des nouvelles technologies d'information. Et dans ce contexte, le législateur marocain a adopté la loi 0809 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Alors, l'élaboration de cette loi était devenue une nécessité pour protéger la vie privée des internautes. Alors, quel est le champ d'application de la loi 0908 au Maroc? Sachant qu'une donnée personnelle peut être définie comme toute donnée permettant l'identification d'une personne physique, directement ou indirectement, par son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse mail, etc. Qui sont mises en place en France par la loi du 6 janvier 1978, qui a été modifiée à maintes reprises pour se conformer aux grandes orientations de la directive européenne en la matière. Ce régime, il reste quand même récent au Maroc.
En s'inspirant du modèle français, la loi marocaine a défini un champ d'application couvrant le traitement automatisé et non automatisé des données propres à une personne physique, son identité, etc., comme je viens de vous annoncer tout à l'heure. Par personne identifiable, on entend celle dont le fichier comporte des informations permettant son identification, telles que l'adresse IP, le numéro d'immatriculation, le numéro de téléphone, l'empreinte digitale, etc. Il y a plusieurs éléments pour identifier cette personne physique. En plus, le responsable du traitement doit être établi sur le territoire marocain ou être en mesure de faire appel à des moyens situés sur le territoire marocain. Au Maroc, il s'agit de la Commission nationale du contrôle de la protection des données à caractère personnel, ce qu'on appelle la SNDP. Celle-ci a la possibilité de sous-traiter le traitement, mais elle reste quand même responsable et a une obligation de confidentialité. Alors, lors des collectes des données, comme pour la vente en ligne, la personne concernée bénéficie d'un droit à l'information, d'un droit d'accès, d'un droit de rectification des données, et même faire opposition au traitement des données sans motif légitime. Autrement dit, les personnes concernées ont un droit de regard sur l'utilisation de leurs données. Par contre, une autorisation préalable auprès de la Commission nationale est nécessaire pour que le responsable du traitement puisse accomplir les opérations de traitement. Selon les dispositions des articles 12 à 26 de la loi 0908, dont je vous invite vivement à le télécharger, les obligations de confidentialité et de sécurité sont explicitement mises à disposition du responsable du traitement et des personnes agissant sous son autorité. Dans un souci de transparence, tout fichier contenant des informations relatives à des personnes doit être respectivement déclaré à l'autorité du contrôle ou autorisé par elle, selon le type de données ou du traitement, évidemment, avant de pouvoir être exploité. Au Maroc, c'est la Commission nationale du contrôle et de la protection des données à caractère personnel qui s'en charge. Pour qu'on réponde à cette question. Cette dernière a été institutionnellement créée auprès du Premier ministre. La Commission veille au respect de la loi, donne son avis aux autorités publiques en matière de protection de données personnelles, reçoit les notifications et les déclarations des personnes concernées et délivre des autorisations aussi. En outre, il est doté des pouvoirs d'investigation et d'enquête, aussi des pouvoirs d'injonction et de sanction. On verra ça à la fin. Pourtant, le pouvoir de sanction n'est pas directement exercé par la SNDP, mais il est transféré au juge qui est bien évidemment habilité à prononcer des sanctions. En effet, c'est ce qui a été convenu au terme d'une convention qui a été signée à Strasbourg le 8 novembre 2001. Ceci a mené le Conseil du gouvernement marocain à adopter en date du 14 janvier 2014 ce qu'on appelle le projet de loi numéro 132-13 portant approbation du protocole additionnel à la Convention européenne pour la protection des données à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Sachez que la loi 0908 comporte des principes directeurs qui a orienté la politique de protection des données à caractère personnel. Alors, quels sont ces principes? La loi 0908 définit les données à caractère personnel comme étant toute information de quelque nature qu'elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l'image, concernant une personne physique
identifié ou identifiable, dénommé ci-après personne concernée. Le but, si on permet de dire ça, le but de cette loi est de permettre au Maroc de protéger juridiquement tout particulier pouvant être victime d'une violation de sa vie privée. Cependant, la dégradation de la notion de données à caractère personnel a nécessité la mise en place d'un régime de protection ayant pour finalité la garantie de l'équilibre entre les droits et libertés des personnes concernées et les intérêts publics ou privés légitimes qui sont poursuivis par le responsable du traitement. Il existe 3 principes directeurs pour garantir cet équilibre et qui peut rendre sa valeur réelle à cette notion ainsi galvaudée, si on permet de dire ça. Il s'agit des principes de loyauté, principe de compatibilité et le principe de la proportionnalité. Le principe de loyauté suppose que la collecte et le traitement des données à caractère personnel doivent être effectués de manière licite, loyale, pour une finalité bien déterminée, qui doit être explicite et légitime. Ceci dit, le responsable du traitement doit s'abstenir de collecter déloyalement des données et respecter ce qu'on appelle la durée du traitement, sous peine de sanctions pénales. Le principe de loyauté est également prévu dans le Code international des pratiques loyales en matière de publicité, de Chambre du commerce international. Par ailleurs, les données doivent être traitées de manière compatible avec les finalités initiales du collecte. Autrement dit, le responsable du traitement doit éviter de détourner le dit traitement de sa finalité originale, c'est-à-dire il s'agit du principe de compatibilité. Enfin, le principe de proportionnalité signifie qu'un traitement ne peut être licite que si les données sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles ils ont été enregistrés. Ce qui nous emmène à poser la question, quelles sont les techniques de collecte des données à caractère personnel? Recenser une clientèle nécessite parfois une diffusion et une élaboration minutieuse d'une publicité qui lui est destinée. Toutefois, Internet permet d'aller plus loin en offrant la possibilité de procéder à une collecte d'informations, si on permet de le dire, agressive, à l'aide d'outils dénommés les cookies. D'accord? Dans cette partie, il sera question de montrer comment ces cookies servent d'outils de collecte d'informations à partir des données personnelles des clients et dont le but est l'élaboration de publicités. Et comment celles-ci peuvent-elles être conçues à partir de leurs goûts et préférences personnelles. On va voir tout d'abord les cookies comme un moyen de collecte invisible des données. Certains sites commerciaux, comme ceux qui sont spécialisés dans le e-commerce, poussent l'Internet à remplir un questionnaire pour pouvoir accéder à d'autres parties du site. C'est ainsi qu'il se trouve dans l'obligation de fournir certaines informations personnelles comme le nom, le prénom, l'adresse mail, etc. C'est à ce stade du processus qu'interviennent les cookies. Alors ces fichiers s'installent sur le disque dur de l'utilisateur et commencent à enregistrer des informations en rapport avec les sites qu'il a visités. En d'autres termes, les cookies permettent d'enregistrer les traces de passage de l'utilisateur sur un forum ou un site web. Ensuite, ces traces sont stockées via l'ordinateur de l'internaute pour constituer ainsi
des informations sur ses habitudes de navigation. Et enfin, le serveur ayant mis en place la récolte de ces informations procède à la récupération des données pour les réutiliser lors de la prochaine visite du site par l'internaute. Ainsi, celui-ci n'aura pas à refaire tout le processus en remplissant le même questionnaire à chaque fois qu'il visite le dit site. Ces données peuvent également être exploitées pour constituer le profil d'une navigation de l'internaute à partir de ses préférences. Cependant, une fois celle-ci modifiée, l'empreinte stockée au moyen des cookies permettra de modeler le nouveau profil commercial ou bien politique ou économique, voire social et culturel même de l'internaute en fonction de ses nouvelles préférences. Il convient toutefois de poser la question, est-ce que cette collecte de données est complètement innocente, n'ayant aucune finalité précise? Tout d'abord, il est important de signaler que cette collecte de données est un dispositif mis en place à l'insu de l'internaute. Certains sites vont plus loin en utilisant les cookies pour stocker automatiquement des adresses électroniques à l'insu de leurs propriétaires, en soit au courant. Ce qui a donné lieu à plusieurs débats judiciaires. Une collecte d'informations à l'insu de leurs propriétaires est une collecte déloyale. Alors la Cour de cassation française s'est basée sur le fondement de l'article 226 du Code pénal pour définir la collecte déloyale dans un arrêt du 3 novembre 1987 qui dispose ce qui suit. Caractérise des moyens frauduleux, déloyaux et illicites, la collecte auprès des tiers à l'insu des intéressés et sans déclaration du traitement. Alors, en France, toute collecte déloyale est sanctionnée pénalement. C'est-à-dire, il y a une peine prévue de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Des précisions ont été également apportées par la haute juridiction, qui a apporté plus de clarté concernant cette notion, en attestant que le fait de recueillir des adresses électroniques personnelles des personnes physiques sur un espace public d'Internet est déloyal, empêchant ainsi les titulaires des dites adresses de faire opposition. Dans le but, en fait, de protéger les données à caractère personnel et ainsi la vie privée des internautes, la Commission nationale de l'information et des libertés a recommandé aux sites émetteurs d'informer les internautes sur la finalité des cookies, de leur durée de validité, s'ils ne sont pas supprimés par l'internaute, ainsi que des conséquences de la désactivation de ce procédé aussi. Selon cette commission, une information préalable et claire sera la solution efficace pouvant mettre fin aux problèmes liés aux cookies. Au Maroc, en revanche, le législateur n'a mentionné le terme cookie dans aucun texte législatif, même dans la loi 0908. Et pourtant, ces petits fichiers de taille dérisoire existent sur l'ordinateur de tout internaute. Ceci dit, on peut constater que cette loi englobe implicitement l'ensemble des moyens pouvant porter préjudice à la personne, c'est-à-dire à la personne concernée, notamment les cookies, et œuvre à la protéger à travers les dispositions des articles 7, 8 et 9 de la loi 0908. De ce fait, le législateur a donné à cette loi un aspect général, de manière à y prévoir n'importe quelle forme de menace au traitement légal des données à caractère personnel, que ce soit les cookies ou autres moyens
peuvent voir le jour dans un avenir proche ou lointain. En outre, l'aspect général de la loi ouvre un champ d'interprétation large, conférant au législateur la possibilité de lutter contre toute menace électronique susceptible de violer l'intégrité des données à caractère personnel des personnes concernées. Cependant, ces données intéressent en premier lieu les personnes concernées, qui sont encore en vie. Alors, qu'en est-il alors d'une personne décédée? Est-ce que les ayants droit peuvent être considérés comme des personnes concernées? On peut en poser cette question, elle est très importante. Dans un arrêt de 8 juin 2016, le Conseil d'État français a confirmé la décision de la CNIL, qui a elle-même approuvé la décision d'un employeur qui a refusé de communiquer le relevé des appels aux ayants droit de son employé décédé. Le motif légal du Conseil a été que la loi informatique et liberté ne prévoit la communication des données à caractère personnel qu'à la personne concernée par ces données, et que les ayants droit ne pouvaient pas être regardés comme des personnes concernées. Il a également considéré que la communication de ces données à des ayants droit est contraire aux dispositions de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à la vie. Il s'agit d'un cas nouveau qui n'est pas encore prévu par la loi informatique, mais qui ferait l'objet de codification, voire que la jurisprudence fait partie des sources d'inspiration du législateur aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on peut dire sur les cookies, cette collecte invisible de données. Qu'ayant-il de la publicité? Dans la lutte que se livrent aujourd'hui les e-commerçants dans un marché de plus en plus concurrentiel, l'innovation de la publicité est devenue indispensable pour améliorer les résultats de vente. Le développement d'Internet a amené les professionnels du secteur publicitaire à proposer une mesure de l'audience et des comportements des consommateurs sur les réseaux en ligne. La publicité est une annonce destinée à promouvoir la vente de biens et de services. Son but est de faire connaître un produit au public, mais aussi d'inciter ce dernier à l'acquérir, et se distingue d'autres méthodes de persuasion, telles que la propagande, les relations publiques ou la communication. La publicité est présente sous plusieurs supports, notamment la télévision, la radio ou encore Internet. Avec l'avènement de ce dernier, il est devenu possible pour l'internaute de se retrouver directement sur le site de cybercommerçants, se renseigner et commander des produits directement. Au Maroc, celle-ci est réglementée et fait l'objet d'un premier chapitre de la loi 3108 relative aux protections du consommateur. D'après cette loi, le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique, de donner une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer pour l'avenir à recevoir les publicités, aussi d'indiquer et de mettre à la disposition du consommateur un moyen approprié pour exercer efficacement ce droit par voie électronique. Il est cependant interdit lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique, tout d'abord d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers,
de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message du courrier électronique ou son chemin de transmission. Il s'agit également de mentionner que les dispositions énoncées dans cet article s'appliquent quelle que soit la technique de communication utilisée. Et donc, l'on peut considérer que même une publicité en ligne, il est incluse. Il faut rappeler, comme mentionné ci-dessus, que la collecte des données personnelles d'internautes peut servir à créer un profil qui lui est propre, notamment commercial, qui se forge en fonction de ses préférences. Ces données donnent une idée sur le goût des internautes et donc constituent une source d'inspiration pour l'annonceur qui commence à envoyer des publicités coïncidant avec ses préférences. C'est-à-dire que l'annonceur choisit alors son site ou les sites d'autrui comme support électronique pour diffuser sa publicité, et ce, sans qu'elle prenne l'autorisation des propriétaires des sites, ni celle de l'internaute qui est son principal objectif. D'un point de vue légal, ceci est une violation du principe de loyauté de la publicité, qui a été prévu dans un arrêt du 4 mai 2007 du ministre délégué auprès du Premier ministre, qui est chargé des affaires économiques et générales. Ce principe suppose la mise à la disposition du client de ne pas percevoir des messages publicitaires par voie électronique. Cet arrêt semble présenter le mérite d'englober toute forme de publicité, quel qu'en soit le support. Ce qui veut dire qu'il prend également en charge les nouvelles technologies, notamment la publicité par voie électronique. Alors, seulement pour récapituler, je vais réexpliquer et redéfinir le cadre juridique de la protection des données personnelles au Maroc. Alors, concernant le cadre juridique toujours, on sait très bien, comme je viens de le dire, je le répéterai encore, depuis 2009, le Maroc, il s'est doté de ce qu'on appelle un arsenal juridique en matière de protection des données personnelles, comparable à celui des pays européens. Et surtout, je vous renvoie vers le règlement général sur la protection des données personnelles, RGPD, le règlement général de protection des données personnelles, du 27 avril 2016. On a la loi 0908 qui a été mise en place et qui permet une protection optimale des données personnelles. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord, et cette question qui se répète souvent, qu'est-ce que c'est données personnelles et quelles sont les personnes concernées? On sait très bien que les données à caractère personnel, elles sont définies comme toute information de quelque nature qu'elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l'image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique ou bien physiologique, génétique, psychique, ce que vous voulez, économique, culturel et social, ce qui a été mentionné dans l'article 1er de la loi. Sauf qu'on trouve 3 cas dérogatoires limitatifs qui sortent du champ d'application de la loi. Celle-ci s'applique au traitement des données à caractère personnel, automatisé, ou tout ou en partie, ainsi que traitement non automatisé de données à caractère personnel, contenus ou appelés à figurer dans des fichiers manuels, si on permet de les appeler. Alors on verra quel est le traitement et qui sont les responsables du traitement. Le traitement, c'est quoi? Le traitement est défini de la loi comme étant
On va trouver la définition exacte dans l'article 1er, l'alinéa 2, paragraphe 2. Le traitement est défini dans la loi comme étant toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. On trouve ces éléments-là dans l'article 1er, l'alinéa 2. Par cette large définition, le législateur a voulu englober toutes les possibilités de traitement qui pourraient être appliquées à des données à caractère personnel pour offrir la protection la plus adéquate aux citoyens. Quant au responsable du traitement, on peut poser la question, comment il est défini? Alors, le responsable de traitement, il a été défini comme étant la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui seul ou conjointement avec d'autres déterminants la finalité et les moyens du traitement de données à caractère personnel. On trouve ces éléments-là aussi dans l'article 1er de la loi. La question qui vient, quelles sont les conditions et les modalités du collecte des données à caractère personnel. On en a déjà vu les cookies et la publicité. Mais la question qui se pose, et ça devait figurer au premier rang, il est où le consentement de la personne? Cette personne concernée, à qui on effectue des collectes de données, il est où son consentement? Alors, deuxièmement, on va passer voir quelles sont les conditions et les modalités de collecte des données à caractère personnel, et surtout, on va voir le consentement de la personne concernée, la finalité du traitement et le principe de proportionnalité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, loyauté aussi et le licité dans le traitement, on en a parlé, je vais l'expliquer d'une manière assez aisée, et aussi quelle est la limitation de la durée du traitement. Alors, concernant le premier élément qui est le consentement de la personne concernée, on sait très bien que le consentement, c'est quoi? On a expliqué ça, je me rappelle en cours, qui est le consentement, c'est une manifestation de la liberté, de la volonté de la personne. Alors, qui doit être spécifique et informé, par laquelle la personne concernée accepte que les données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Et pour préciser encore, conformément à l'article 4 de la loi, le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué que si la personne concernée a donné son consentement à l'opération ou à l'ensemble des opérations envisagées. Ainsi, par exemple, lors d'une opération d'achat en ligne, le consommateur doit accepter expressément que ces données personnelles soient traitées par le vendeur pour les besoins de la transaction. Alors, si le vendeur envisage un traitement de ces données autre que celui lié à l'opération en question, il doit requérir aussi le consentement de la personne concernée. Il arrive ainsi qu'il soit demandé à l'acheteur de cocher une case supplémentaire indiquant qu'il accepte que ces données personnelles soient transmises à des partenaires commerciaux du vendeur pour que celui-ci puisse promouvoir ses produits et services. À défaut de consentement, le transfert des données personnelles de la personne concernée par
le vendeur à un tiers serait considéré comme illicite et interdit. Alors, quelle est la finalité du traitement? Et qu'est-ce que c'est le principe de la proportionnalité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure? Alors, le traitement des données personnelles doit avoir une finalité clairement définie. Il ne peut être collecté que pour une finalité déterminée. Il ne doit pas être traité ultérieurement de manière incompatible avec cette finalité. Le principe de proportionnalité implique que les données personnelles collectées soient en adéquation avec la finalité de traitement. Ainsi, les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles ils sont traités ultérieurement. On trouve ces éléments-là dans l'article 3, premier alinéa. Question de loyauté et licité dans le traitement. Il s'agit d'un principe fondamental, obligatoire à toute opération de traitement portant sur les données personnelles. Il faut ainsi s'assurer que les données soient collectées loyalement, c'est-à-dire que les personnes concernées soient bien informées et veiller à ce que leurs droits soient respectés. Il faut aussi que les données soient protégées contre toute atteinte extérieure en mettant en place les moyens humains et techniques de protection. Les données doivent être traitées loyalement et licitement et toujours de manière compatible avec les finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Alors, concernant la limitation de la durée de traitement, c'est très bien que les données doivent être conservées pour une durée qui n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. J'ai essayé de vous parler des conditions, c'est-à-dire le consentement de la personne concernée, la finalité du traitement, principe de proportionnalité, la loyauté et la licité, si on permet de l'appeler comme ça dans le traitement, et aussi la limitation de la durée du traitement dans le cadre de la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Maintenant, on passe voir les droits des utilisateurs, les obligations du responsable du traitement et aussi quelles sont les sanctions imposées. Concernant le premier élément, sur le droit des utilisateurs, on sait très bien lors de la collecte des données des utilisateurs, la personne ou les personnes doivent être informées notamment de l'identité du responsable du traitement et des finalités du traitement, aussi les destinataires des données et aussi de l'existence d'accès, de rectification, de suppression. Alors, les personnes concernées ont également le droit de s'opposer au traitement de leurs données personnelles pour des motifs légitimes. Ces informations doivent être mentionnées sur tout support destiné à recueillir les données personnelles des utilisateurs. Ce qui emmène à mettre des conditions, comme par exemple le consentement qui est obligatoire. Alors, le droit de la personne concernée de donner ou de refuser son consentement permet aux individus de garder le contrôle de leur vie privée et aussi des données qui leur sont personnelles. Aussi, on peut imposer le droit à l'information lors de la collecte des données. C'est-à-dire que tout utilisateur a le droit d'être informé de façon précise, expresse, mais c'est pas tacite, expresse et non équivoque de l'utilisation ou du stockage des données le concernant. C'est-à-dire, ce droit à l'information porte également sur le responsable du traitement qui effectue la collecte des informations et les destinataires envisagés. D'autres
élément, ou bien un autre droit, c'est le droit d'accès. Ce droit reconnu par l'article 7 de la loi. C'est-à-dire, il permet à toute personne d'accéder aux informations la concernant pour s'assurer de leur exactitude. On peut parler aussi du droit de rectification, complétant le droit d'accès. Il permet à toute personne concernée d'exiger la rectification des informations la concernant, notamment lorsqu'ils sont inexacts ou bien incomplètes. Ce droit s'exerce à travers une demande adressée au responsable du traitement qui est tenu de répondre. On peut parler aussi du droit de suppression. Alors, il permet ce droit à toute personne concernée d'exiger la suppression des informations la concernant. Je rajoute encore le droit d'opposition. Ce droit, il permet aux utilisateurs de s'opposer à ce que leurs données soient collectées et utilisées. Alors, quelles sont les obligations du responsable de traitement? Alors, ce dernier, ou bien le responsable de traitement, doit respecter les obligations prévues par la loi et surtout mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données collectées. Alors, ces mesures doivent assurer un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et la nature des données à protéger. C'est-à-dire que la protection de données ne s'arrête donc pas au seul droit des personnes, mais elle oblige également le collecteur à mettre en place un système d'information et de sécurité performant afin d'éviter les failles en matière de protection des données personnelles. Sachez que la loi impose des sanctions à ce niveau-là. Quand on parle des sanctions, la loi il fixe les sanctions civiles et pénales applicables qui peuvent y aller en cas de récidive jusqu'à 4 ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 dirhams. Lorsque l'auteur de l'une de ces infractions est une personne morale et sans préjudice des peines qui peuvent être appliquées à ses dirigeants, les peines d'amende peuvent être doublées, d'après l'article 64. On peut expliquer ça encore, on peut en détailler, c'est-à-dire est considéré comme infraction à la loi tout traitement portant atteinte à l'ordre public, à la sûreté, à la morale et aux bonnes mœurs. Aussi, est considéré comme infraction à la loi la mise en œuvre d'un traitement sans l'autorisation ou la déclaration exigée. Est considéré comme infraction le refus du droit d'accès, de rectification ou d'opposition. Encore est considéré comme infraction toute incompatibilité avec la finalité déclarée. Est considéré comme infraction le non-respect de la durée de conservation des données. Encore, est considéré comme infraction le non-respect des mesures de sécurité des traitements. Oui, il y en a beaucoup en fait. On peut parler d'une infraction en cas de non-respect du consentement de la personne concernée, notamment lorsqu'il s'agit de protection directe à des fins commerciales, avec aggravation des sanctions lorsqu'il s'agit de données sensibles. Très important aussi. Il peut être considéré comme infraction tout transfert de données personnelles vers un pays n'étant pas reconnu comme assurant une protection adéquate. Eh oui, il est considéré comme infraction toute entrave à l'exercice des missions du contrôle de la CNDP.
est considéré comme infraction encore. Tout refus d'application des décisions de cette commission, c'est-à-dire la CNDP. Alors, pour conclure, la protection des données à caractère personnel étant un droit fondamental, la loi oblige les responsables du traitement à veiller à la sécurité des données collectées et à être réceptifs à l'exercice des droits par les personnes concernées de leurs droits en matière de protection des données personnelles.